Je me permets simplement de préciser, donc Madame Blandine Poney a été infirmière en psychiatrie. Elle a écrit beaucoup de livres, témoignages sur ses années de métier. Au-delà de ça, elle est aussi membre du comité de rédaction de la revue Empan, qui est une revue médicale. Elle en a ramené quelques exemplaires qui sont juste ici et qui sont consultables pendant les pauses si jamais vous êtes intéressé. Voilà. Madame, je vous laisse la parole. Voilà. Oui, Empan, c'est pas une revue médicale, c'est une revue dont le sous-titre c'est prendre la mesure de l'humain. Je ne sais pas si vous savez que l'Empan, c'est ça. Voilà. C'est une revue qui est issue du secteur médico-social, qui est vraiment, comment dire, un peu élargie. Voilà. Alors, ma montre, voilà. Et puis, je voulais dire aussi que j'ai écrit des livres dans lesquels je parle de mon travail d'infirmière en psychiatrie, mais ça va un petit peu au-delà du témoignage, enfin, je l'espère. C'est aussi des livres de réflexion, de pensée du soin, on pourrait dire. Voilà. Par contre, je voulais commencer en vous disant que je ne vais pas vous parler de philosophie. Enfin, je suis assez rébarbative en général au discours philosophique, sauf quand j'arrive à y rencontrer des questions qui m'interpellent. Mais je vais surtout vous parler à partir de ma pratique d'infirmière et effectivement des questions probablement philosophiques qui sont soulevées par la pratique d'infirmière en psychiatrie. Ça veut, voilà. Après, sur cette pratique, enfin, sur la question, donc j'ai été toujours infirmière. J'ai un DESS de psychologie dont je me suis jamais servie. Et excusez-moi, mais je vous avoue que je suis un peu intimidée de vous parler. Donc j'espère que ça va se détendre et que j'aurai moins d'hésitation. Enfin voilà. Et je peux dire aussi que l'écriture en est arrivée à faire vraiment partie de ma pratique d'infirmière. Elle est complètement inclue dans le métier, elle n'est pas sans effet. C'est vraiment quasiment un outil de travail, on pourrait dire, mais au-delà de moi-même, pas vraiment, entre guillemets, maîtrisé. Donc, je voulais commencer donc mon intervention en vous disant que je pense que la contention et l'enfermement ne sont pas du soin. Et je pense que c'est extrêmement important d'affirmer ça. Si il arrive que l'enfermement et la contention aient des effets thérapeutiques, c'est après coup qu'on le sait, et c'est le patient qui en témoigne. C'est pas d'avance qu'on va dire. Alors, toutes les remarques qui ont été faites sur la contention et l'enfermement sont justes, c'est-à-dire ça peut être utilisé comme punition, ça peut être utilisé. Bon, le confort du soignant, oui, c'est un peu facile d'appeler aussi les choses confort, mais ça existe aussi, d'ailleurs. Voilà, enfin, toutes les remarques qui ont été faites sont justes, mais il me semble très important quand on est soignant de garder en ligne d'horizon que on ne peut pas enfermer pour soigner. Quand les patients arrivent à témoigner de ce qu'ils ont vécu, parce qu'en général, quand ils n'en parlent pas, c'est souvent parce que c'est traumatisé, c'est traumatisant et que ça revient à parler à son bourreau. Enfin, voilà, c'est aussi pour cette raison qu'on n'en parle pas. Enfin, soyons réalistes. Mais quand ils en parlent, il arrive très souvent que sur le moment, l'effet thérapeutique soit remarqué. Enfin, très souvent. Il arrive que, je ne sais pas si c'est si souvent que ça, mais il arrive qu'ils disent « Ah ben, j'ai été enfermé pendant 15 jours, ça m'a fait du bien.
parce que ça m'a protégée, par exemple, de toute l'excitation de la folie des autres, enfin de se sentir entouré de symptômes, par exemple. Je me rappelle d'une jeune femme qui avait été enfermée en UMD. Alors là, c'est encore plus terrible, puisque on peut dire, c'est les hôpitaux, les hôpitaux de force dont on ne sort pas, enfin les services de force, qui avait dit après qu'elle en avait ressenti un bienfait. Et avec elle, c'était extrêmement frappant parce que, au fur et à mesure qu'elle se réintégrait dans la vie ordinaire, on peut dire, enfin, toute relative, mais enfin, qu'elle se rapprochait de l'ordinaire de la pensée des gens, elle-même, elle n'arrivait pas du tout à penser pourquoi ça avait été thérapeutique pour elle. Et elle en était arrivée, au fur et à mesure, à envisager l'idée de porter plainte. Alors qu'au départ, elle avait vraiment mesuré oui, on peut dire le bienfait, voilà. Donc, je pense que ce sont des choses à manipuler avec grande précaution. Comme par exemple, je trouve que dire on peut se débrouiller de la contention en circulant quand même, oui, probablement. Mais enfin, en premier, je préfère qu'on remarque que ça empêche de circuler. C'est ça qui est fondamental. Et voilà, je peux juste aussi dire que empêcher... J'ai beaucoup apprécié l'exposé philosophique, une fois n'est pas coutume, et en particulier sur si j'enferme l'autre, je m'enferme moi-même. Enfin, dit comme ça fait un peu... catholique, enfin, on chrétien, je sais pas quoi, mais c'est vrai. Si j'empêche l'autre de circuler, ma pensée aussi, elle va avoir à faire énormément d'efforts pour circuler. Ça revient, il y a une sorte d'immobilité de la pensée qui peut venir de là. Je voulais dire, alors, sur le droit, alors là, je suis encore moins spécialiste que sur la philosophie, c'est la catastrophe. Mais il me semble quand même qu'avant la loi de 2016, enfin, c'est pas il me semble, je suis quasiment sûre que l'enfermement était protocolisé. Enfin, il y avait quand même un encadrement qui doit dater peut-être des années 90. Voilà. Qui a d'ailleurs... non, peut-être pas 90. Parce qu'avant, les infirmiers n'avaient pas besoin de prescription pour enfermer. Ils enfermaient, et d'une certaine manière, ça mettait une certaine souplesse dans l'enfermement. Enfin, ça mettait l'arbitraire, tout autant, hein, la punition, voilà. Mais après, quand on sortait, on voulait sortir quelqu'un, il sortait, puis après on allait le re-enfermer. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est pas la contention. Oui, alors, et puis... C'est ça. Je voudrais aussi beaucoup insister sur le fait que pour moi, c'est extrêmement curieux. Je me demande toujours comment on en est arrivé là, parce que j'ai travaillé sans jamais attacher personne. Donc, ça a été possible. Toute ma carrière, si, je dis pour le docteur Marmé, les vieillards, on les attachait avec les draps autour du fauteuil pour pas leur courir après. Mais en dehors de ça, on n'attachait personne. Et une de mes grandes questions, c'est pourquoi, alors, est-ce que la violence a augmenté? Peut-être, je ne sais pas. Je sais qu'il y avait des pratiques médicales. Il y avait des cocktails, c'est-à-dire qu'un patient, s'il arrivait et qu'il était agité, on lui faisait 3 médicaments ensemble, une injection, souvent de force évidemment,
l'assommait complètement, mais qu'il assommait un jour, et puis après on passait à autre chose, quoi. Enfin voilà, c'était... Alors, il y avait ça, mais vraiment, j'aimerais bien savoir, enfin, je n'ai pas d'idée comment on en arrive là. Ce dont je suis sûre, et excusez-moi Amélie, mais votre exposé en témoignait complètement, c'est que le fait que la contention et l'enfermement aient été légiférés, ça les a légitimés. Et ça les a légitimés dans l'espace, dans la pensée du soin. Pas dans l'extériorité du soin, mais dans la pensée que c'est soignant. Parce que d'une certaine manière, ça les inclut dans les outils utilisables et du coup, on ne fait plus la différence. Et ça, c'est quand même un sacré problème. Donc, Adeline Hazan, alors, excusez-moi, je parle toujours un peu comme ça, de manière foisonnante et pas très... Bon. J'espère que vous allez vous y retrouver un petit peu. Adeline Hazan, donc la contrôleure des lieux de privation de liberté, qui est vraiment, elle a fait un travail extraordinaire et elle veut absolument avoir visité tous les hôpitaux psychiatriques avant la fin de son mandat, qui arrive dans pas très longtemps, je crois. Je crois qu'elle a eu énormément d'influence dans les recommandations de la HAS, donc de la Haute Autorité de Santé, qui disent que la contention et enfermement sont des pratiques de dernier recours. Et là, ça rétablit les choses pour ce qu'elles sont normalement. C'est-à-dire, en dernière limite, quand on a tout essayé, on en vient là. Ça, c'est remettre les choses à l'endroit, on pourrait dire. Mais malgré ça, justement dans l'article qu'elle a écrit pour Ampan, pour ce numéro sur l'enfermement, elle dit que ça n'empêche pas des directeurs d'établissement de mettre dans les projets d'établissement le doublement des chambres d'isolement. Bon, oui, alors moi je vais vous parler indifféremment de contention et isolement. Voilà, alors que normalement, si c'est une pratique de dernier recours, on ne double pas les chambres d'isolement, quoi. Puis je voudrais aussi signaler, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a au moins un hôpital où il n'y a aucune chambre d'isolement, dans les Hautes-Alpes à Laragne. Bon, peut-être d'autres. Enfin, donc, c'est encore possible. Bon, peut-être que Laragne, c'est en plein milieu des Hautes-Alpes et qu'on est à la campagne, ou à la montagne. Voilà. Alors, je l'ai mis un peu sous le même chapeau, titre... on en parlait avec monsieur le docteur et monsieur l'avocat. Pour moi, il y a une très grande inquiétude qui est, à cause de l'enfermement qu'elle provoque, c'est l'empreinte administrative sur les esprits. L'emprise oui, on ne peut en parler que comme ça, l'emprise de l'informatique dans le soin, dans le compte-rendu du soin, avec l'obligation, soi-disant, mais enfin, l'obligation de codifier chaque acte aussitôt après qu'il a été effectué. Mais vous imaginez, enfin, si vraiment on faisait ça, normalement, on doit faire une injection, hop, marquer qu'on l'a faite dans l'informatique, et en plus, comme ça aussi c'est contrôlé, y attacher une observation. Vous voyez le morcellement du travail que ça fait si on le fait. Mais surtout, l'empreinte administrative, c'est le fait, enfin, c'est les bonnes pratiques, les recommandations, les protocoles, et le fait qu'au fond, les soignants en arrivent à considérer que du moment qu'on a appliqué le protocole, tout va bien, du moment qu'on a codifié l'informatique, tout va bien, et que le soin, c'est ça au fond. On a satisfait l'autorité supérieure et
peut-être que tout ce qui vient à côté, c'est du surplus, enfin, c'est du facultatif, alors que ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire déjà, non, il me reste 20 minutes. D'accord. Voilà. Bon, voilà, d'accord. Par exemple, un des exemples très très inquiétants de cette empreinte administrative, c'est quelqu'un qui arrive en placement sous contrainte. C'est une mesure administrative, le placement sous contrainte. Maintenant, je pense, il est systématiquement mis en pyjama et à l'isolement, quel que soit son état clinique. Alors, quand il y avait des infirmiers en psychiatrie, il y avait des personnes encore qui étaient capables de questionner ça parce qu'ils avaient un peu d'assise, de bouteille, et ils disaient, mais enfin, il est calme, il a accepté l'hospitalisation, pourquoi on va le mettre à l'ISO? Mais maintenant, qu'il n'y a que des jeunes qui sont formés, enfin, on est indifféremment, donc infirmier en psychiatrie ou infirmier à l'hôpital général, il y a de moins en moins où plus personne ne questionne le fait que quelqu'un pour qui il n'y a aucune nécessité d'être enfermé le soit quand même parce qu'il est placé sous contrainte. Voilà, c'est un exemple qui pour moi est un exemple, une pratique qui est très inquiétante. Et je voulais terminer avec un dernier exemple, ce début d'intervention. Il y a un collègue, il y a peut-être un an ou quelque chose comme ça, il y avait un patient en isolement qui s'agitait et qui ne voulait pas prendre son traitement. Il l'a sorti de la chambre, il est allé fumer une cigarette avec lui, il a discuté un petit peu, enfin, un moment de détente. Le patient est retourné à l'isolement, a pris le traitement et était calme. Il s'est fait convoquer par la cadre du pavillon, je crois, ou supérieur, je ne sais plus, et par le médecin prescripteur, parce qu'il avait osé sortir le patient de l'isolement tout seul, alors que pour rentrer dans une chambre d'isolement, il faut être deux. Donc, le collègue soignant, infirmier, lui, normalement, il a fait que son travail. Enfin, si vraiment on regarde le travail, c'est quelqu'un qui s'agite, on essaye de discuter avec lui, de détendre l'atmosphère, et puis il prend son traitement, il retourne à l'isolement. Vraiment, c'est un travail presque superbe, on pourrait presque dire comme ça, quoi. Eh bien, comme il n'a pas respecté le protocole administratif, il est convoqué par la cadre et le médecin qui a prescrit. Vous voyez où ça mène. Voilà. Alors, peut-être que je continue en disant, il n'y a pas de, enfin, la différence entre contention et contenir, oui, parce que les personnes se débrouillent de soi-disant l'aspect soi-disant soignant de la contention en disant la contention c'est contenant. Et je ne sais plus qui enfin je sais plus, a fait remarquer les étymologies. Non. Maintenant, enfin, contenir et contentionner avec l'aspect immobilisé. Il faut rappeler que immobiliser, enfin, on peut contentionner une fracture. Enfin, ça vient du latin médical. Contention qui veut dire immobiliser. Ça vient du latin médical. C'est contenir une descente d'organes. Alors contentionner une descente, enfin, immobiliser une descente d'organes, une fracture, etc. Et donc on se débrouille de la contention. Vous voyez l'homophonie un peu. Bon, bien, il y a la polysémie aussi, mais il y a aussi l'homophonie. La contention, ça serait contenant. La différence, c'est que quand un patient il est enfermé, alors ça aussi c'est protocolisé, on doit aller le voir. Je ne sais plus si c'est toutes les heures ou toutes les 2 heures.
c'est-à-dire ouvrir la porte. Alors souvent, c'est juste ouvrir la porte, dire bonjour monsieur, ça va, et refermer la porte, ou alors passer un moment. Enfin, normalement, ça devrait être passer un moment avec lui. Mais les personnes se sentent abandonnées dans les murs. Et il n'y a rien de contenant. Il n'y a rien il n'y a pas de présence humaine qui soit là pour témoigner de quelqu'un. Bon, oui, et je sais plus, je parlais un petit peu de ça, de la liberté de circuler et de circuler en pensée. Et peut-être qu'il faut dire que ça rejoint quelque chose de la psychose, parce que dans la psychose, il y a une certitude, il y a une conviction délirante. Il y avait une patiente qui disait qu'elle avait une broche dans la jambe, on ne savait pas si c'était délirant ou pas. Le médecin a voulu qu'elle aille passer une radio pour savoir si c'était du délire ou pas du délire. C'était du délire, donc je l'amène à la radio, et puis en revenant, je l'ai raccompagnée dans sa chambre, et je me rappelle sur le pas de la porte, je lui dis, mais au fond, ce qui vous rend malade, c'est l'incertitude. Et alors là, elle m'a répondu comme si elle savait très bien de quoi je parlais. Elle m'a dit non, c'est la certitude. Et pour moi, ça a été une leçon, mais vraiment sidérante, quoi. Voilà. Mais cette certitude, c'est ce qui contraint le patient dans son délire. Et au fond, nous, on doit remettre de la circulation là-dedans. On doit faire bouger, on doit arriver à réhumaniser quelque chose. Il est contraint aussi parce qu'il est seul dans son délire. Et si on nous empêche de réfléchir, enfin, je pense vraiment que si on protocolise tout, on nous empêche de réfléchir et que le soin est vraiment atteint de manière catastrophique. Alors, je voulais vous dire aussi que probablement, si on met une limite physique, c'est-à-dire en enfermant ou en immobilisant, c'est parce que la limite psychique a sauté. C'est Lou, la philosophe ? Non, Marion. Donc, Marion, vous parlez beaucoup de cette limite. Alors, je vais vous montrer, je vais vous lire un petit peu quelque chose. En lisant ton intervention, il me semble que c'est évident pour nous tous, les malades, que les soignants sont, comme tu le dis, des pages blanches sur lesquelles on écrit. D'ailleurs, tout, les autres, les murs, les voitures sont les pages blanches. Et la ponctuation, c'est le feu rouge qui passe au vert, un oiseau dans le ciel, le barrage EDF sur la Garonne. Quand on tombe dans la confusion, pour moi, on n'a plus d'histoire dans la tête. Et les mots écrits par moi sur l'extérieur ne se suivent plus normalement. S'ennuyer, c'est n'avoir rien à lire du monde extérieur. Prendre des médicaments, c'est pouvoir relire l'histoire et la faire avancer. Alors, si je vous ai amené ce texte, écrit par une patiente, donc, c'est pour vous montrer ce que Henri Grivois appelle le concernement. Henri Grivois, c'est un psychiatre qui recevait on pourrait dire les entrées dans la psychose à l'Hôtel-Dieu. Enfin, je dis c'était, je crois pas qu'il travaille encore, mais et il explique très bien comment, dans l'entrée dans la psychose, tout fait sens. C'est-à-dire, elle dit bien, le feu rouge qui passe au vert, c'est pour moi. L'oiseau qui passe dans le ciel, c'est pour moi. Le barrage EDF sur la Garonne, c'est peut-être une limite qu'elle recherche. Enfin, vous voyez. C'est-à-dire, la limite, ce qui me contient psychiquement, ma limite corporelle, qui est à la fois physico-psychique, on pourrait dire,
a sauté et le corps est étendu au monde. Il n'y a plus de limite entre la personne et le monde. Et oui, je crois, enfin, ça demanderait à être plus explicité, plus creusé. Mais quand même, il me semble bien que c'est parce que cette limite psychique a sauté qu'on en vient à poser une limite physique. L'hôpital, la psychiatrie déjà en tant que telle, c'est une limite physique. C'est une limite dans le lieu hôpital, on pourrait dire, dans la frontière que ça trace, mais aussi dans l'aspect médico-légal, le fait qu'il y ait des placements sous contrainte, enfin, c'est une limite, par exemple. Et je crois que l'enfermement, à la rigueur la contention, mais ça me semble encore plus grave, si l'enfermement est habité, il y a moyen de reconstruire la limite psychique. Enfin, il y a moyen. Bon, c'est un peu, tout ça, c'est un peu schématique, hein, quand même. Mais l'autre histoire que j'avais envie de vous raconter, c'est il y avait une patiente à qui j'ai donné une gifle. Vraiment, je n'ai eu jamais aucun état d'âme sur la gifle. C'était pour l'arrêter, comme on gifle un enfant. Enfin, pour moi, il n'y avait pas d'agressivité dans mon geste pour cette gifle. Mais quand même, bon, je suis allée trouver mes collègues en disant, bon, en expliquant, et puis dire j'ai donné une gifle, et j'attendais un peu que derrière moi ils atténuent un petit peu qu'ils soient gentils avec elle, quoi, pour atténuer ce que j'avais fait. Et ils ont compris les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'à la première incartade, ils l'ont mis en isolement. Cette jeune fille, elle s'était fait foutre à la porte de sa famille d'accueil le jour de ses 18 ans, c'est-à-dire majeure, dehors. Et elle arrive en psychiatrie. Et alors moi, j'avais complètement oublié ma gifle, mais j'étais terrorisée, enfin terrifiée que l'entrée dans la vie adulte pour elle, ça se passe en psychiatrie, en isolement. Et donc, dès que j'avais 5 minutes, j'allais la trouver. Alors elle était confuse avant, mais alors là, ça avait atteint des sommets. Elle pissait dans ses draps, elle barbouillait les murs de merde, de yaourt, enfin et tout ça. C'était complètement incohérent ses paroles. Enfin, j'arrivais rien à suivre. Mais moi, j'y allais dès que je pouvais, ranger la chambre avec elle, l'écouter un peu, nettoyer les murs, enfin et tout ça. Et alors. Bon, elle a fini quand même par sortir, heureusement. Et dans un congrès de psychanalystes, j'ai rencontré sa psychanalyste, celle que je savais être sa psychanalyste, et j'ai demandé de ses nouvelles. Et elle m'a dit, vous l'avez beaucoup aidé. Et elle m'en avait jamais rien témoigné, mais pour moi, ça a été une sacrée leçon, parce que ça a été comprendre le fait que... Alors oui, en plus, quand j'ai fermé la porte, je me dis, je ferme la porte, c'est pas bien. Enfin, mais ça a été comprendre que quand on est là, quand il y a une présence, oui, il y a du coup, les murs sont habités. Enfin, on n'est pas que enfermé. Alors que voilà, en général, on n'est que enfermé. Oui. Et puis, ça tombe bien parce qu'il ne reste plus trop de temps, 5 minutes, et je voulais vous parler maintenant de la violence du soin. Je crois que le soin, c'est à la fois un prendre soin. Moi, j'aime pas quand on dit maternel parce que... Enfin, ou alors on pense que tout le monde tout le monde peut être maternel et tout le monde peut être paternel, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est un aspect comme ça, de prendre soin de quelqu'un. Et c'est un aspect absolument inverse. C'est-à-dire que ça arrive très souvent que quand on est hospitalisé, parce que la maladie fait tomber, dépouille de son être social,
quand on est hospitalisé en soins généraux, hein, je veux dire, on a peur parce qu'au fond, on va complètement être à la merci de l'autre. Ça commence par là. Enfin, quelqu'un qui vous soigne, on n'est jamais sûr, c'est le bon médecin, le mauvais, enfin, je sais pas, est-ce qu'on va me faire du bien, est-ce qu'on va me faire du mal, enfin, il y a une sorte d'abandon de soi-même à l'autre. Ça fait partie de la première violence. Mais pour moi, alors je vous disais, la psychiatrie c'est encore plus violent, puisque d'une certaine manière, la psychiatrie, dans ce qu'elle inscrit socialement, elle inscrit une frontière entre dehors t'es pas fou et dedans t'es fou. Et d'ailleurs, les patients savent utiliser, quand ils vont mieux, ils savent utiliser cette frontière. Moi, je me rappelle d'un patient, après AZF, il disait « Mais comment je vais faire ?» Il était sorti. Et il nous avait expliqué qu'il allait, quand il allait mal, il allait dans l'hôpital, et que dans l'hôpital, le monde se remettait droit, mais il n'allait même pas dire bonjour à quelqu'un. Non, il allait dans l'hôpital, les choses se remettaient droites, et il pouvait retrouver ses repères, on peut dire. Donc on voit bien que cette frontière de la psychiatrie, elle est toujours présente. Et que d'une certaine manière, notre métier contient le fait d'enfermer. Même si on est dans des lieux, centres d'accueil ou je sais pas quoi, où on n'enferme pas. Et je crois que, bon, comme c'est assez honteux d'enfermer les gens, dès qu'on n'y est plus, on veut tout à fait l'oublier. Et que non, à mes yeux, il faut toujours avoir ça dans la tête. Et à mes yeux, la question de la violence, si on essaye de la dénier ou de s'en débarrasser, c'est là où on fait du mauvais travail. Je pense que c'est en la portant en soi et en y réfléchissant de manière active que là, on est vraiment dans l'espace soignant. Je vous parlais de limites physiques et de limites psychiques. Notre travail, pas d'une certaine manière, je crois que notre travail de soignant, c'est de reconstruire cette limite psychique. Et on le fait à plusieurs. On le fait aussi avec le groupe des collègues, mais aussi avec le groupe des patients. Parce que les patients aussi portent quelque chose ils font vivre. Enfin, c'est au fond, quand je vous dis notre métier, c'est de reconstruire ça, c'est que on le fait vivre. Il faut que ça prenne du sens pour le patient. Et si on s'indemnise de cette violence, si on s'en débarrasse, comme il y avait un psycho, il m'avait dit « Ah, moi, quand je vois un patient qui est enfermé, je lui dis pas bonjour pour lui montrer que je suis pas d'accord. » J'espère qu'il arrive à se faire... Enfin, à ce que l'autre le comprenne comme ça. Mais pour moi, c'est trop confortable comme position. C'est trop... alors, vous voyez, pourquoi on ne parle pas de cette violence? Pourquoi on ne met pas les choses au travail, au fond, entre nous d'abord et avec les patients après? Parce que c'est honteux, parce qu'on a peur de se mettre à nu, parce qu'au fond... le métier d'infirmier, vous savez, ça se passe toujours au vu et au su, et que nos collègues et les patients, ils en savent beaucoup de nous, parce qu'au fond, ils voient, là pour le coup, ils voient toutes nos limites, et peut-être que déjà ça fait beaucoup d'être dans cette position comme ça, et que d'en parler en plus, faut être presque très courageux, enfin, ou un peu solide, je sais pas comment dire, solide, pas défensif, mais ne pas avoir peur d'être poussé dans ses retranchements, quoi. Mais pour moi, et vous voyez aussi comment il y a une sorte de prise de risque morale, morale, c'est idiot de ce mot, mais voilà, il y a une sorte de prise de risque pour soi-même, en fait, en se mettant vraiment dans le travail, voilà, être au travail, comme on dit, être au travail. Et au fond,
comment on peut fuir cette prise de risque en se réfugiant dans le protocole qui borde tout le travail, qui le réduit complètement à sa portion congrue, quoi. Enfin, congrue, non, à sa plus petite portion. Peut-être que je peux m'arrêter là, et puis qu'on va discuter, et que je continuerai dans la discussion. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais prendre les questions dans une minute. Simplement, on a Val Grand-Gérard avec nous, ancien étudiant en philosophie, qui a préparé une réponse à l'intervention de Madame Blandine Poney. Donc, après quelques minutes avec lui, on va faire circuler un micro pour les questions que vous aurez à poser. Merci. Bon, merci. Alors, j'ai un peu préparé, mais pas trop non plus. Donc, que dire, oui, c'est bien parce que tu rappelles le fait que l'idée que en psychiatrie surtout, que la présence des soignants doit être en chair et en os, si on peut dire. En chair et en os, si on peut dire, et justement on pourrait se dire en psychiatrie c'est le psychisme et la santé mentale, que finalement c'est beaucoup une question d'être là avec ses affects et une violence affective, et en même temps l'espace du lieu et quel effet il a sur le patient, et en même temps quel effet il a sur le soignant et comment le soignant s'en sert, et aussi comment lui, lorsqu'il est face à, lui ou elle, face à une situation presque de non-sens ou d'agressivité, des situations où il pourrait répondre par la contention justement, et comment il les assume et comment il les accueille aussi, la question de l'accueil de la violence et la question de sa propre agitation à lui finalement, parce que le soignant ou la soignante ne va pas être un robot, quoi, et comment il va quelle réponse il va pouvoir fournir, et pas se cacher ou avoir la réponse protocolisée, uniformisée qui va brider le lien intersubjectif avec une subjectivité qui est celle de la psychose et qui est déjà, on peut dire, précaire ou précarisée et fragile, et comment ne pas nuire encore plus à cette précarité dans le lien intersubjectif et dans son espace, quoi. Oui, mais la question peut-être c'est que, si j'ai bien suivi, si je t'ai bien suivi, au fond la question c'est le fait que la folie c'est agressif pour le soignant, la folie. C'est dans le bousculement du code. C'est agressif, pas intentionnellement, mais il y a quelque chose la semaine dernière, je suis allée voir une ancienne patiente en maison de retraite, là, et puis elle était au goûter, et il y avait quelqu'un en face, ancien patient aussi, qui dit mais où elle habite cette femme? Et probablement il parlait de moi. Et la patiente l'a pris pour elle et s'est mis à crier, à hurler. Et moi, j'étais oui, voilà, je vais la voir. Non, je fais ça comme ça, bénévolement. Et j'étais très désarmée, déçue. Voilà. Et la question, c'est au fond d'arriver à ne pas trouver des positions défensives face à cette violence relative, et d'arriver à être à peu près calme en soi, et aussi dans une certaine précarité d'être, dans une précarité d'être qui n'en sait pas trop pour pouvoir accueillir l'autre. Parce que quand tu dis
la psychose, c'est très double. Ça met dans une précarité, mais la certitude, elle n'est pas précaire non plus, tu vois. Mais justement, par rapport à la certitude, l'idée que ça vient renforcer une espèce de certitude qui bouche un peu la création d'autres possibles, le fait d'enfermer et de... Oui, ça c'est sûr. Et donc, quand tu dis il faut que ça circule et il faut que ça vive, voir un peu le soin en psychiatrie comme justement cette possibilité de circulation des affects, et où il y aurait plusieurs adresses, donc pour ça il faut des présences différentes, et qui peuvent aussi penser les effets de leur présence ensemble, donc en discuter, pouvoir en dire quelque chose, et que cette circulation puisse permettre aussi l'inattendu et l'événement. Oui, et l'enfermement ne peut pas forcément permettre ça, puisque ça sera toujours la même réponse, c'est quelque chose qui va mettre en sourdine. Oui. Tout à fait sur la question de l'inattendu, c'est sûr et certain. Et le fait que ça soit... on parle de transfert multifocal, enfin du psychotique, c'est-à-dire que au fond, le psychotique, il dépose un bout là, plein de petits morceaux de lui-même. Je m'en souviens, il y avait un patient, il partait en vacances. Non, il était en vacances, on lui dit où vous partez, et à chaque personne, il avait donné une idée de vacances différentes, quoi. Et alors, dans ces cas-là, où on s'engueule, parce que c'est moi qui ai raison, c'est moi qui suis le plus à l'écoute, enfin, je sais pas quoi, où on se dit, mais tout est vrai, c'est-à-dire, tout est vrai. Après, il s'agit de savoir justement, est-ce qu'il part pas du tout en vacances et qu'il parle simplement des possibilités qu'il pourrait avoir, mais il faut avoir cette vision que le plusieurs sert à déposer plein de petits morceaux, et que c'est en discutant ensemble que on peut essayer de comprendre un petit peu ce qui est en jeu, quoi. Je voulais rajouter quelque chose, parce que je trouve que c'est un bon exemple du transfert dissocié et dispersé, quoi. Et quand tu disais les lieux de soins où il n'y a pas de chambre d'isolement, oui. Voilà, que tu disais que potentiellement ils sont à la montagne, moi ça me fait penser au début, quand toi tu rappelais que il y avait la légifération et que ça rassurait, parce que comme ça on pouvait quand même mettre en sécurité le patient et en même temps les soignants, donc se focaliser autour de cette idée de sécurité, de sécuritaire ou de sécurisation, on va dire. Et de notre côté, du fait que à la montagne, ou je sais pas où, mais peut-être on n'en aurait pas besoin. Et moi ça me fait penser à, c'est peut-être très idéalisé, et puis on est dans le contemporain là et on a des soucis contemporains, mais ça me fait penser à Deligny ou à des gens comme ça qui avaient en charge des personnes autistes, psychotiques, qui pouvaient rentrer en grande crise et en grande agitation aussi, et qui avaient très peu une fragilité dans les repères et potentiellement une violence aussi, mais qui vivaient avec eux dans des lieux à la campagne, dans les Cévennes. Et là, c'était pas l'hôpital, il n'y avait pas d'isolement, il n'y avait pas de contention, mais il y avait une recréation un peu totale qui s'adapte à cet autre, qui tente de lui faire violence le moins possible et de faire quelque chose d'une vie qui circule, quoi. Et bon, là, c'est vrai que maintenant, avec toute l'administration qu'on a, comment ça se passe autour du soin, c'est peut-être plus trop possible d'inventer des lieux comme ça, mais ça... Ah non, des lieux de vie, ça existe encore, et ça existe... Non, ça existe, pas forcément comme Deligny, mais puis qui font des fois un travail remarquable, quoi. Oui. Mais ça joue dans deux sens, c'est-à-dire que les autres, que ce soit en ville ou dans le pavillon, ils peuvent être complètement persécuteurs. Parce qu'on ne sait pas, dans les décompensations, en tout cas, les autres sont souvent très très persécuteurs. Et puis après, moi je remarque quand même que les patients, ils aiment bien les bistrots, ils aiment bien les magasins, ils aiment bien
les endroits qui ne sont pas trop coûteux psychiquement, où ils peuvent acheter d'une certaine manière de la relation sociale, enfin, quelque chose qui anime un peu, qui rompe l'isolement. Voilà. Donc là, la ville, elle joue dans le... Enfin, de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Merci beaucoup pour votre intervention, pour les observations de Val. On va passer aux quelques questions. Si vous avez, on a le temps pour répondre à une ou deux questions de la part de l'audience. Oui, un complément. Je suis cadre de santé, psy. De 92 à 97, il y a un certain temps déjà, j'étais responsable du pavillon d'admission du secteur 8. Nous avions posé un projet de soins, en tant qu'équipe infirmière. En tant qu'équipe infirmière, parce que nous existions en propre en tant qu'équipe infirmière. Nous avions posé le projet de ne plus utiliser les chambres d'isolement que nous avions et qui jusque-là avaient fonctionné. Et nous y sommes arrivés assez vite. Nous y sommes arrivés pourquoi ? Il y a deux dimensions qui sont importantes pour pouvoir se faire une idée du changement entre cette époque-là et maintenant. J'avais une équipe nombreuse, mixte, avec la moitié de l'équipe était des hommes, tous infirmiers de secteur psychiatrique, ce qui n'existe plus, et tous avec une bonne expérience. Donc ils avaient la formation, mais ils avaient l'expérience aussi. Et effectivement, il y avait le nombre et il y avait la formation. Et il faut les deux. Actuellement, il n'y a plus le nombre et il n'y a plus la formation. Donc effectivement, le soignant actuellement, il est confronté à la violence du patient. Il ne sait pas la prendre en charge. Il ne sait pas comment réagir en face. Il est tout seul, souvent, effectivement. Alors que nous pouvions nous relayer. Nous pouvions faire un relais. Si un était grillé, puisqu'effectivement quelqu'un qui est délirant, il va effectivement chercher à vous prendre dans le délire. Si effectivement vous êtes pris dans le délire, vous n'avez plus la possibilité de conserver un contact et une relation de soins. Et à ce moment-là, il vaut mieux passer la main. C'était possible à l'époque, effectivement. Donc nous passions la main. Et effectivement, on était arrivé très vite à ne plus utiliser du tout les chambres d'isolement. Donc la contention, attacher les patients, ça nous était arrivé une fois avec un arriéré qui effectivement avait des épisodes d'agitation très très importants où il cassait tout. Et là, il fallait effectivement le fixer. Voilà. Mais sinon, effectivement, pour les patients que nous recevions psychotiques, on n'utilisait plus du tout la contention, n'en parlant pas, on ne les fixait pas, on ne les avait jamais fixés, mais on n'utilisait plus les chambres d'isolement. Ça voulait dire qu'effectivement, on était constamment présent, qu'effectivement, il fallait toujours avoir active une relation de soins. Alors, il y a autre chose qui est important à savoir, c'est que nous faisions du secteur. C'est-à-dire qu'effectivement, les patients que nous recevions en pavillon d'admission, effectivement, l'objectif, c'était de mettre en place une relation de soins, de mettre en place une relation privilégiée avec... On avait des référents, chaque patient avait des référents, et effectivement, les référents avaient effectivement ensuite la mission, quand le patient sortait, de le suivre en secteur. Ça voulait dire qu'effectivement, il fallait effectivement la construire. Ce lien thérapeutique, il fallait le construire. Et il fallait le construire d'emblée. Parce que si effectivement vous sautiez sur la personne et que vous l'attachiez, la relation de soins, elle était mal partie. Donc effectivement, il fallait privilégier la relation d'emblée, et effectivement avec un respect, et le respect de la dignité d'emblée. Et aussi effectivement avec cette présence de l'équipe qui avait un projet de soins. On n'a pas parlé du projet de soins, c'est important. Si j'ai un projet de soins, est-ce que le fait de sauter sur la personne et de l'attacher, ça rentre dans le projet de soins ? Ça va effectivement peut-être bousculer les choses là, effectivement. Hein, le projet de soins, oui. Bon, je pourrais éventuellement en dire plus. Alors j'avais juste une petite question là-bas.
Alors, c'est pas vraiment une question, hein, c'est sur mon expérience. Je suis infirmière en service de chirurgie dans le Gers. Donc, on accueille une population, c'est plutôt âgée. Et en service de chirurgie, ils sont au service des soignants, en fait, du chirurgien, des équipes. Donc, avec une perte de repères. Je rejoins tout à l'heure quand vous disiez le rapport à l'autre, comment on en est arrivé là, l'augmentation de la violence, etc. Nous, ce sont des patients qui sont atteints de troubles cognitifs. Donc, parfois, la nuit, souvent après l'opération, ils s'agitent, ils pètent les plombs, enfin bon, bref. Et on a un protocole de contention qui est à la fois mécanique et chimique. C'est au bon vouloir du soignant. C'est-à-dire que le protocole est déjà écrit, prescrit à l'ordinateur, tout est bien prescrit. Mais c'est à la merci de l'équipe soignante de cette nuit-là, qui peut varier en fonction de l'évaluation d'un autre soignant. Donc ça crée des conflits dans l'équipe, au sein même de l'équipe. J'attache pas, je mets les barrières, je les mets pas, je donne de l'aldol, je le donne pas. Et parfois, d'autres alternatives, on peut essayer d'y réfléchir, c'est-à-dire appeler les dents naturelles, qui est un repère. Et parfois, ça apaise. Et on a pu constater que chez des patients qu'on admet avec des troubles cognitifs qui doivent être opérés, on demande à l'aidant naturel d'être présent. Et ça se passe relativement bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une phase d'agitation, mais le fait d'avoir un repère, un visage connu, apaise, soulage. Et là, on retrouve le confort du patient, de l'aidant et du soignant. Et ça permet d'atténuer les conflits d'équipe, etc. Voilà. Merci beaucoup pour vos remarques et vos participations. La proposition d'alternative. Pardon, excusez-moi. Oui, j'avais une réflexion et une question. Je suis cadre sage-femme. La réflexion, c'était sur la contention en néonatologie, puisque là aussi, la contention, j'ai trouvé que depuis 30 ans que je suis dans le milieu médical, que la contention aussi s'était développée en néonatologie, qu'on attachait davantage les nouveau-nés, les prématurés, qu'auparavant, sous le prétexte, enfin, que comme ça, ils ne vont pas se déperfuser, ils ne vont pas s'extuber, etc. Voilà. Et la deuxième chose, c'était sur la différence entre le protocole et les recommandations de la Haute Autorité en Santé, puisque ce sont bien des recommandations, et que entre les premières recommandations de la HAS et actuellement, on peut se rendre compte que maintenant, tout ce qui était dicté, enfin qui est publié par la HAS, est pris au mot et appliqué comme protocole, alors qu'au départ, ce sont des recommandations qui sont à l'usage des soignants et des professionnels. L'isolement en dernier recours, c'est pas très appliqué. Hein. Voilà. Non, mais je parlais voilà, en général sur la différence entre un protocole et une recommandation qu'on doit pas appliquer. Et que justement, il peut y avoir une marge de manœuvre des soignants par rapport aux recommandations. Si on vous dit, mais quand il est dit, mais c'est les recommandations de la HAS, donc il faut les appliquer. Et là, il y a une marge de liberté. Il peut y avoir une marge de liberté du soignant. Après, selon les services où on exerce, peut-être que ce n'est pas la même marge de liberté. Mais normalement, on n'est pas obligé d'appliquer Moi, je pense, protocole. Mais vraiment, fondamentalement, qu'il faut toujours avoir sa marge de liberté. Et que cette marge de liberté, même si après, elle nous oblige à enfermer ou je ne sais pas quoi, elle dégage un espace de pensée qui fait que peut-être on va faire comme moi avec la jeune qui va, dès que j'ai 5 minutes, je vais dans la chambre d'ISO pour l'accompagner, quoi. Et je voulais vous demander comment ils sont attachés les nouveau-nés, les prémas. Parce que je trouve que... Après, je ne suis pas très souvent en néonat, puisque je suis sage-femme, donc je vais surtout sur la maternité. Mais dans les couveuses en néonat... Parce que moi, j'ai l'impression que ça ne serait pas du tout pareil que les nouveau-nés ils soient enveloppés, plutôt que d'être attachés par les poignets, par les articulations, quoi. Ils sont aussi contenus. Hein. Maintenant, il y a tout un travail qui est fait là-dessus, sur le fait de contenir les nouveau-nés et les prématurés.
Voilà. Alors je voulais rebondir sur ce que vous avez dit justement sur les nouveau-nés en néonatologie. Alors moi je suis pas du tout infirmière, hein. Je suis licence de droit et en master 1 actuellement. Mais c'est vrai que j'ai souvent constaté que les nouveau-nés en néonatologie, bon, c'est des exemples personnels, hein, pour éviter justement qu'ils enlèvent les tubes, les perfusions. Moi j'avais plutôt vu des bandages en forme de moufle, on va dire, pour pas qu'ils puissent attraper avec leurs doigts. Mais après, et ce que je voulais voir, en fait, quand on parlait d'envelopper le bébé, il est vrai quand même que dans une pratique de contention qui pourrait se rapprocher d'une pratique de soins, il y a l'emmaillotage qui peut rassurer le bébé qui a quand même passé 9 mois ou moins, s'il est prématuré, dans un environnement du ventre maternel, l'environnement utérin. Et je sais que l'emmaillotage existe déjà dans beaucoup de cultures différentes et qu'il est, a priori, pour certains bébés, ça les apaiserait. Ça les apaiserait d'être emmaillotés. Donc est-ce qu'on ne peut pas parler là d'un type de contention qui aurait une visée de soins? La question après, c'est qu'il faut qu'il soit raccordé à différents appareils et que du coup, le fait d'être emmailloté serré, parce que c'est ça qui les rassure, c'est difficile qu'il soit rattaché à des scopes, etc. Je suis désolée, je vais devoir interrompre les questions. Question de timing, malheureusement. Mais ça reviendra, de toute façon. C'est des questions qui reviendront tout au long de la journée. On aura l'occasion d'en reparler. Je voulais remercier donc Val et Blandine pour leur intervention et leur disponibilité. On va prendre une petite pause et le temps que l'intervenant suivant arrive, puisqu'il n'est pas présent sur le site pour l'instant. Merci beaucoup. Merci à vous.